On continue avec le Rambam. Shabbat Shalom à tous et toutes. Alors, on continue avec l'étude du jour, c'est faire Mizvot 16 Eshvan, 5786, comme moment négatif numéro 265. Il nous est interdit de consacrer nos pensées à concevoir des projets visant à nous emparer de ce qui appartient à autrui. Ainsi qu'il est dit, ne convoite pas la maison de ton prochain. La Meklita s'exprime ainsi, tu ne convoiteras pas. On pourrait penser que la simple expression du désir est prohibée. C'est pourquoi la Torah précise, ne convoite pas l'argent ou l'or qui les couvre. Et ne t'en empare pas. De notre cas, comme dans celui visé par ce verset, l'interdiction n'est transgressée qu'à partir du moment où l'acte a suivi la pensée. Il apparaît clairement que ce commandement négatif nous interdit de concevoir des projets visant à nous emparer de ce qui appartient à autrui, et que nous convoitons même si nous l'achetons et en payons le prix entier. Car toute action de ce genre tombe sous le coup, tu ne convoiteras pas. Amen. Donc on continue avec 3 prakim. Alors 16 Eshvan, 5786, c'est faire Nezekin, loi relative au vol, Xéla, et l'objet perdu, chapitre 7. Quiconque, redevable d'une somme d'argent à un autre juif, ni sa dette, et prête serment sur sa déclaration mensongère, est tenu de restituer le principal qu'il a nié détenir et des ajouts d'1/5 de la somme totale. C'est-à-dire 1/4 du principal, c'est faire paragraphe 7, en outre. Il est tenu d'apporter un sacrifice appelé offrande de culpabilité pour les vols. La loi est la même pour celui qui vole, par la force Xéla, opprime autrui en lui refusant son dû, au chèque, vole en cachette, Geneva, ou nie un prêt qui lui a été accordé, un dépôt qui lui a été remis, ou un objet perdu qu'il a trouvé, ou encore garde de l'argent qui lui reste de l'association qu'il avait avec un autre, ou ne paye pas le salaire à celui qui a accompli un travail pour lui. En règle générale, quiconque aurait été tenu de payer selon la loi s'il avait admis la réclamation qui lui est faite. Et à nier cette réclamation en prêtant un serment mensonger, doit payer le principal et 1/5 en su, ainsi qu'il est dit Lévitique 5:21, en déniant à son prochain un dépôt. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Cette obligation de verser le 5e additionnel. Si l'intéressé est tenu de payer du fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il a lui-même commis un vol ou contracté un prêt, et nie son obligation, mais s'il est tenu de payer du fait de son père, et nie son obligation en prêtant serment. Il ne doit pas payer 1/5 en su. Comment cela? Soit le cas d'un père qui a commis un vol par la force Gézel ou en cachette Geneva, ou qui était redevable envers d'autres personnes et son fils en connaissance. Après le décès du père, il nie la réclamation et prête serment, puis admet avoir menti. Dans ce cas, il doit payer le principal seulement, ainsi qu'il est dit, Ibid 23. Il restituera l'objet qu'il a volé. Par cette insistance, le verset précise que c'est pour le vol qu'il a lui-même commis qu'il doit ajouter 1/5, mais non pour le vol commis par son père. Dans quel cas cette exception de payer 1/5 en su s'applique-t-elle? Si l'objet du vol n'est plus là, mais si le père a commis un vol avant de décéder et que l'objet du vol soit toujours là. Quand l'héritier nie la réclamation et prête serment, puis admet avoir menti, il doit payer le principal et 1/5 en su. Si le père a commis un vol et prêté un serment mensonger par lequel il niait son acte, puis a admis son acte avant de décéder, l'héritier doit payer le principal et 1/5 en su. Si le père a commis un vol et prêté un serment mensonger niant le vol avant de décéder, puis que l'héritier ait reconnu le vol, il doit payer le principal seulement. Quoi qu'il en soit, l'héritier est exempt de l'offrande de culpabilité. Celui qui prête un serment mensonger niant la réclamation d'un gentil doit payer le principal seulement et n'est pas tenu de payer 1/5 en su, ainsi qu'il dit Ibid 21, en déniant à son prochain. De même, celui qui vole un objet valant moins qu'une perota, ni son acte et prête serment n'est pas tenu de payer 1/5 en su, car une valeur inférieure à une perota n'est pas considérée comme de l'argent, c'est-à-dire que cela est insignifiant. Et par conséquent, on considère que le voleur n'a pas nié une obligation pécuniaire. Combien vaut le 5e? 1/4 du principal. C'est-à-dire que si l'homme a volé un objet d'une valeur de 4 sous et prête un serment mensonger par lequel il nie son vol, il doit payer 5 sous si l'objet volé est là.
Il le restitue et donne ensuite le quart de sa valeur. Celui qui a prêté un serment mensonger, si le déni d'une somme d'argent due ne doit pas payer un cinquième en su que s'il admet de lui-même son mensonge. Mais si des témoins viennent et le mettent en cause, alors qu'il se maintient dans son mensonge, il paye le principal seulement sur la base de la déclaration des témoins et ne paye pas un cinquième en su. En effet, le cinquième en su, ainsi que le sacrifice de culpabilité viennent pour l'expiation. C'est pourquoi l'intéressé ne les apporte que sur la base de sa propre déclaration. Celui qui a volé un autre, bien qu'il ait nié le vol, dès qu'il n'a pas prêté serment, s'il revient sur ses propos et reconnaît son vol, n'est pas tenu de courir après le propriétaire jusqu'à ce qu'il lui restitue le bien, ou l'argent volé, qu'il a dans la main. Plutôt, ce bien ou cet argent reste dans la main du voleur jusqu'à ce que le propriétaire vienne récupérer ce qui lui appartient. Si le voleur a prêté serment, c'est le déni d'une obligation pécuniaire de la valeur d'une peruta ou davantage, il est tenu de courir après le propriétaire jusqu'à ce qu'il lui restitue ce qu'il lui doit, même si le propriétaire se trouve dans les îles. En effet, dans ce cas, le propriétaire a déjà désespéré de recouvrer son bien, puisque le voleur a prêté un serment niant son vol et par conséquent, le propriétaire ne revient plus le poursuivre en justice. Même si un voleur a restitué tout ce qu'il avait volé, excepté la valeur d'une peruta, il est tenu de l'amener au volé. Il ne doit pas donner ce qu'il reste au fil, ni un mandataire du volé, à moins que celui-ci ait désigné mandataire devant témoin. Si le voleur apporte l'objet volé et un cinquième en su au tribunal de sa ville, il apporte le sacrifice de culpabilité et obtient ainsi l'expiation, le tribunal devant s'occuper de l'objet jusqu'à ce qu'il parvienne à son propriétaire. De même, le voleur peut donner l'objet volé à un mandataire du tribunal, quiconque donne l'objet volé ou ce qui est semblable au tribunal est quitte. Si le voleur versait le principal au volé, mais non un cinquième en su, ou si le volé lui a fait grâce du principal sans lui faire grâce du cinquième en su, ou s'il lui a fait grâce de l'un et de l'autre à l'exception de moins de la valeur d'une peruta du principal. Dans tous ces cas, le voleur n'est pas tenu de lui amener le cinquième en su ou moins de la valeur d'une peruta. Plutôt, le volé viendra et prendra le reste, bien que l'objet volé même soit là. On ne craint pas une éventuelle augmentation de prix, qui fera que le solde vaudra une peruta. En revanche, si le voleur a versé le cinquième mais non le principal, ou si le volé lui a fait grâce du cinquième en su mais non du principal, ou s'il lui a fait grâce de l'un et de l'autre, l'exception de la valeur d'une peruta, dans le principal, le voleur est tenu de le lui emmener ou de lui donner au tribunal de sa ville, comme nous l'avons expliqué. Soit le cas d'un homme qui restitue le principal au propriétaire après avoir prêté un serment mensonger niant sa réclamation, et nie une seconde fois lui devoir le cinquième en su en prétendant l'avoir déjà payé. Il ferait serment sur ce nouveau mensonge, puis il reconnaît son mensonge. Dans ce cas, le cinquième qui doit payer en su devient comme le principal en tout point, y compris en ce qui concerne l'obligation pour le voleur de retrouver le propriétaire pour le lui restituer. Par conséquent, le voleur paye dessus un autre cinquième, c'est-à-dire qu'il est tenu de payer ensuite un quart du cinquième dont il est déjà redevable. Ainsi qu'il est dit, Lévitique 5.24. Et il y ajoutera ses cinquièmes. C'est l'enseigne qui doit ajouter un cinquième au cinquième chaque fois qu'il nie de voir le cinquième précédent, en prétendant l'avoir déjà payé et en prétendant serment, jusqu'à ce que le cinquième qu'il nie et pour lequel il prête serment soit d'une valeur inférieure à une peruta. Celui qui détenant chez lui un dépôt prétend qu'il a été perdu et prête serment, puis revient sur ses propos et reconnaît que le dépôt est chez lui, et prétend ensuite à nouveau qu'il a été perdu et prête serment, puis se rétracte et reconnaît que le dépôt est chez lui, doit payer un cinquième du principal en su, pour chaque serment avec le principal, ainsi qu'il est dit, et il ajoutera ses cinquièmes, ce qui enseigne qu'il doit payer dans certains cas plusieurs cinquièmes pour un seul principal. C'est faire Nézikin, loi relative au vol, Xéla, et l'objet perdu, chapitre 8. Si un homme commet un vol et que le volé décède, il doit restituer l'objet volé aux héritiers. Si l'objet volé a été perdu ou a subi un changement, il doit leur en donner la contre-valeur. Si le voleur a prêté un serment au volé, niant le vol, et que ce dernier est ensuite décédé, le voleur doit donner aux héritiers le principal et un cinquième en su. Soit le cas suivant, un homme vole son père et lui prête un serment mensonger niant le vol. Sur quoi le père décède.
La règle suivante est appliquée si l'objet volé n'est plus là ou s'il a subi un changement. Le voleur doit faire un compte avec ses frères pour le principal et pour le cinquième en su dont il est redevable, c'est-à-dire qu'il soustrait au total du principal et du cinquième la part dont il aurait dû hériter. Si l'objet volé est là, il est tenu de retirer l'objet volé de sa main, c'est-à-dire de sa possession pour le restituer. C'est pourquoi il donne l'objet volé avec un cinquième en su à ses frères et fait le compte avec eux de ce qui lui revient en tant qu'héritier. Si le voleur n'a pas de frère, de sorte qu'il hérite tout seul des biens de son père, il doit retirer l'objet volé de sa main, c'est-à-dire de sa possession pour le donner à ses enfants. Et si ce fils voleur n'a pas d'enfant, il doit donner l'objet volé à son créancier ou en prête ou à la charité. Dès lors que l'objet volé est sorti de sa main, c'est-à-dire qu'il n'est plus en sa possession, le voleur est quitte, bien qu'il en ait fait don ou l'ait utilisé pour rembourser sa dette. Cela à condition qu'il informe celui qui l'a reçu en disant c'est l'objet a été volé à mon père. De même, soit le cas d'un homme qui vole un converti et lui prête un serment mensonger et ignore son vol, puis reconnaît sa culpabilité. Le converti transforme alors toutes les obligations du voleur, c'est-à-dire le principal et le cinquième en su en un prêt. Si le converti décède ensuite, bien que le voleur acquiert ce qu'il a été volé, puisque le converti n'a pas d'héritier, il est tenu de le retirer de sa main comme dans le cas précédent. Dans quel cas dit-on que le voleur acquiert le bien volé? S'il admet le vol entre-temps, avant le décès du converti, en revanche, s'il a volé un converti sans héritier et lui a prêté un serment mensonger ignorant sa réclamation, puis que le converti soit décédé. Il est tenu de payer le principal et un cinquième en su au coanime de la garde officiant la semaine en question dans le temple. En outre, il doit apporter son sacrifice de culpabilité et obtient ensuite l'expiation. Par une tradition orale, les sages ont appris que le verset de la Torah Nombre 5:8, si l'homme n'a pas de racheteur, l'objet de la faute Hacham sera restitué à l'Éternel, au Kohen. Se réfère à un converti décédé sans héritier. Le mot Hacham, mentionné dans ce verset, signifie par ailleurs offrande de culpabilité, désigne ici l'objet volé ou sa contre-valeur. C'est pourquoi qui restitue durant la nuit un objet volé à un converti n'est pas quitte, car l'écriture désigne l'objet volé par le mot Hacham. Or, on n'offre pas de sacrifice la nuit. Les kohanim de garde ne doivent pas partager par un échange un objet volé à un converti contre une autre objet volé à un converti. De la même façon qu'ils ne partagent pas par un échange la viande d'un sacrifice de culpabilité contre la viande d'un autre sacrifice de culpabilité. Au contraire, chaque sacrifice de culpabilité est partagé par tous les kohanim. Dans tous les cas où un objet volé à un converti n'a pas une valeur suffisante pour que chaque Kohen des membres de la garde reçoive une perouta, le voleur qui le restitue n'est pas quitte de son obligation de le restituer. En effet, il est dit, l'objet sera restitué à l'Éternel au Kohen. Il faut qu'il y ait une valeur suffisante pour constituer une restitution à chaque Kohen, et la restitution de moins de la valeur d'une perouta est suffisante. Pourquoi le terme homme est-il employé concernant le vol d'un converti? C'est un verset cité au paragraphe précédent et dans l'introduction, alors que cette loi s'applique pareillement à une femme et un mineur. Parce que lorsque le converti en question est un homme adulte, tu dois enquêter et te renseigner à son sujet pour savoir s'il y a des héritiers ou non. Mais si le converti est un mineur, tu n'as pas besoin de te renseigner à son sujet, plutôt on présume qu'il n'a pas d'héritier. Par rapport à ce qui a été volé, converti, les kohanim sont considérés comme recevant un don de Dieu de la même façon que pour les autres dons qui reviennent aux kohanim, mais non comme les héritiers du converti décédé. C'est pourquoi ici, une personne vole du hametz, un converti sans héritier, et que la fête de Pessah passe rendant le hametz interdit à tout profit. Elle est tenue d'en donner aux kohanim la contre-valeur selon la valeur du produit hametz au moment du vol. En effet, si elle leur donne le produit maintenant, cela n'est pas un don puisque le hametz est interdit au profit. Si le converti était présent vivant, elle aurait pu lui dire « Voici ce qui t'appartient devant toi » et lui remettre le hametz tel quel, bien qu'il n'ait plus aucune valeur, comme nous l'avons expliqué. Si un Kohen vole un converti sans héritier et lui prête un serment mensonger ignorant sa réclamation puisque le converti décède, ce Kohen n'acquiert pas l'objet volé qu'il a sous la main. Plutôt, il doit le retirer de sa main pour le donner à tous ses frères, les Kohanim de la garde, officiant au temple la semaine en question. Soit le cas suivant, un homme vole un converti
et lui prête un serment mensonger, niant son acte, sur quoi le converti décède et le voleur met de côté son sacrifice de culpabilité et l'objet volé, ou sa contre-valeur pour les montrer à Jérusalem et les remettre au Kohanim. Cependant, le voleur décède avant l'expiation, c'est-à-dire avant d'avoir remis l'objet au Kohanim et offert son sacrifice de culpabilité. Dans ce cas, les fils du voleur héritent de l'argent du vol ou de l'objet volé, même selon le cas. Par ailleurs, on doit laisser paître le sacrifice de culpabilité jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Il est alors acheté et l'argent de la vente est utilisé pour apporter un holocauste en don volontaire au temple, comme nous l'avons expliqué à sa place. Si le voleur a donné de l'argent, le principal a un cinquième mensu au Kohanim, membre de la garde, mais est décédé avant l'expiation, avant que son sacrifice de culpabilité soit offert. Les héritiers du voleur ne peuvent pas retirer cet argent de la main des Kohanim, ainsi qu'il est dit, Hébit 10. Ce qu'un homme donnera au Kohen sera à lui. Même si le voleur est un mineur dont le don n'est pas effectif, les héritiers ne peuvent pas retirer l'argent des Kohanim. Si le voleur a donné de l'argent aux membres de l'une des gardes de Kohanim qui n'officient pas durant cette semaine au temple, et sacrifice de culpabilité à la garde dont c'est la semaine, l'argent doit être retourné auprès du sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire aux membres de la garde fixe. En effet, si les Kohanim d'une garde prennent de l'argent alors que ce n'est pas leur semaine, ils ne l'acquièrent pas et on leur retire. Le sacrifice de culpabilité ne doit pas être offert avant que le voleur ait restitué le principal au propriétaire ou au Kohanim s'il s'agit d'un bien volé ou un converti sans héritier. Si le voleur a versé le principal et a offert son sacrifice de culpabilité et obtient l'expiation, le non-paiement du cinquième mensu n'empêche pas l'expiation, il est toutefois tenu de verser le cinquième mensu après avoir obtenu l'expiation. Pour le vol d'esclaves cananéens, de documents comme les titres de créance ou de biens immeubles, la Torah n'a pas imposé l'ajout d'un cinquième. En effet, il est dit Lévitique 5.21, en déniant à son prochain un dépôt. Tous les cas mentionnés dans ce contexte, les textes, les exemples cités dans la Torah concernant l'obligation de payer un cinquième mensu, se réfèrent à des biens meubles, dont l'objet même a une valeur pécuniaire. Cela exclut les biens immeubles, les esclaves comparés aux biens immeubles et les documents qui n'ont pas en soi de valeur pécuniaire. De même, si ces biens ont été volés, un converti sans héritier, ils ne reviennent pas au Kohanim. De même, un terrain n'est jamais acquis par un voleur et reste toujours en la possession de son propriétaire. Même s'il est vendu à 1000 personnes l'une après l'autre et que son propriétaire initial désespère de le récupérer, il retourne au volet sans reversement d'argent de sa part. Quiconque voit la terre retirée de sa possession se retourne contre celui qui lui a vendu. Le second vendeur se retourne contre le premier vendeur jusqu'à ce que celui qui l'a acheté du voleur se retourne contre le voleur et récupère de lui l'argent perçu, comme il sera expliqué au chapitre suivant. Sefer Nezikin, loi relative au vol Xéla, et l'objet perdu, chapitre 9, qui vole le bien immeuble d'un autre et le détériore. Par exemple, s'il s'agit d'un champ, il creuse des fosses, des fossés ou des caves, ou encore coupe les arbres, détruit les sources, ou s'il s'agit d'une maison, démolit les constructions et est tenu de lui fournir une maison ou un champ qui soit comme auparavant au moment du vol ou de payer la dépréciation qu'il a causée. Mais si le champ s'est détérioré tout seul, par exemple s'il est inondé par un fleuve ou il est brûlé par un feu descendu du ciel, la foudre, le voleur peut dire au propriétaire, voici ce qui t'appartient devant toi. En effet, un bien immeuble reste en la possession de son propriétaire, par conséquent, le voleur n'est pas tenu responsable de la détérioration, à moins qu'il ait détérioré de sa main, ce qui n'est pas le cas pour les biens meubles. Comme nous l'avons expliqué, le voleur d'un bien meuble en a l'entière responsabilité, même en cas de force majeure. Quand un homme vole un champ et que les oppresseurs investis de pouvoir par le roi le lui prennent, s'il s'agit d'un fléau qui affecte toute la localité, par exemple si le roi a pris les champs ou les maisons de tous les habitants de la localité, le voleur peut dire au propriétaire, voici ce qui t'appartient devant toi, et n'est pas tenu de lui rembourser son champ. Si le champ a été pris du fait du voleur, ce dernier est tenu de fournir au propriétaire un autre champ. Si le roi contraint le voleur en lui disant « Montre-nous tout ce que tu possèdes » et que le voleur montre ce champ qu'il a volé parmi ces champs, dans ce cas, si le roi le prend, le voleur est tenu de fournir au propriétaire de champ volé un autre champ semblable ou d'en donner la contre-valeur. Dans ce cas du vol d'un champ abîmé par le voleur,
de sa propre main. Lorsque le propriétaire du champ perçoit la dépréciation causée par le voleur, il aperçoit sur les biens libres sur les biens libres du voleur, c'est-à-dire les biens lui appartenant, et non sur les biens aliénés, parce que cela est considéré comme un prêt verbal non appuyé par un titre de créance. Mais si le voleur a vendu ses biens après avoir comparé en justice et avoir été condamné à payer, le propriétaire du champ peut percevoir la dépréciation sur les biens aliénés sur lesquels il a un droit de suite. Si un homme a volé un champ et a joué des fruits, il doit payer tous les fruits dont il a joué avec des biens libres, non aliénés. S'il a volé un champ et l'a bonifié, on évalue l'augmentation de valeur et il est en position d'infériorité. Sur la plus-value est supérieure aux impenses, il perçoit seulement la plus-value du volé. Et si les impenses sont supérieures à la plus-value, il ne perçoit que les impenses jusqu'au montant de la bonification. Dans le cas d'un champ volé et vendu, qui a été bonifié par l'acheteur, si la plus-value est supérieure aux impenses, l'acheteur perçoit les impenses du propriétaire du champ et le principal ainsi que le reste de la plus-value du voleur. L'acheteur qui se voit retirer le champ qui avait acheté un voleur perçoit le principal sur les biens aliénés du voleur et le reste de la plus-value sur ses biens libres, c'est-à-dire ces biens qui n'ont pas été vendus. Si l'acheteur savait que le champ avait été volé lorsqu'il l'a acheté, il ne perçoit du voleur que le principal et perd le reste de la plus-value excédant le montant des impenses. Si les impenses sont supérieures à l'augmentation de la valeur du champ, que l'acheteur ait su ou non que le champ a été volé, il n'a droit qu'aux impenses jusqu'au montant de la modification et perçoit cette somme du propriétaire du champ et principal sur les biens aliénés du voleur. Non. Si un homme vole un champ et le vend et que l'acheteur jouisse des fruits, on fait le compte de tous les fruits dont il a joué et il le paye au propriétaire du champ. Puis il revient et perçoit cette somme sur les biens libres du voleur. Si l'acheteur savait au moment de l'achat que le champ était volé, il n'a pas droit au remboursement des fruits. Il ne perçoit du voleur que le principal. Celui qui vend un champ ne lui appartenant pas. Sa vente n'est pas une vente effective et l'acheteur n'acquiert rien. Comme nous l'avons expliqué, Supra, chapitre 8, paragraphe 14. Toutefois, si après avoir vendu le champ, le voleur revient et l'achète à son propriétaire initial, il est maintenu dans la main de celui qui l'a acheté au voleur, même si le voleur lui avait fait don du champ lorsqu'il était volé dans sa main. Étant donné qu'il est revenu et l'a acheté au propriétaire, il est maintenu en la possession du donataire, car on considère que c'est pour cela que le voleur a pris la peine de l'acheter afin de maintenir sa crédibilité. C'est pourquoi l'application de ce principe dépend des circonstances. Soit le cas suivant, un acheteur poursuit un voleur en justice pour lui avoir vendu un champ ne lui appartenant pas. Le voleur est condamné par le tribunal à payer, mais n'obéit pas. 90 jours après le jugement, le tribunal commence la publication de la mise en vente aux enchères des biens du voleur afin de percevoir sur ceux-ci ce qu'il doit à l'acheteur. Toutefois, après que le tribunal a commencé la publication de la mise en vente aux enchères, le voleur achète le champ volé au propriétaire. Dans ce cas, le champ n'est pas maintenu dans la main de l'acheteur. En effet, dès lors que le tribunal a publié la mise en vente des biens du voleur, il appert qu'il n'est pas digne de foi. Il ne l'a donc pas acheté au propriétaire en vue de le maintenir en la possession de l'acheteur. Si le voleur achète le champ à son propriétaire après l'avoir vendu à un premier acheteur, alors qu'il était volé, et le vend de nouveau à un autre, ou en fait don ou le lègue à l'un de ses enfants, il dévoile par cela son intention, à savoir qu'il ne désire pas maintenir le champ en la possession du premier acheteur qui le lui a acheté lorsqu'il était volé. De même, si un voleur, après avoir vendu le champ qu'il a volé, le reçoit en héritage, il n'est pas maintenu en la possession de celui qui le lui a acheté. Quand après avoir volé un champ et l'avoir vendu, un voleur perçoit le recouvrement de sa créance sur ce champ. La règle suivante est appliquée si le volé possède un autre champ et que le voleur lui ait dit « Je perçois ce champ pour recouvrer ma créance ».
On en conclut qu'il a l'intention de le maintenir en la possession de l'acheteur. Si le volé n'a pas d'autre champ que celui-ci, on suppose que le voleur a seulement l'intention de recouvrer sa créance et non de maintenir le champ en la possession de l'acheteur. Si le propriétaire fait donc du champ volé au voleur, l'acheteur qu'il avait acheté alors qu'il était volé l'acquiert. En effet, si le voleur ne s'était pas donné de la peine pour trouver grâce auprès du propriétaire, il ne lui en aurait pas fait don. On suppose que c'est pour cela qu'il s'est donné de la peine afin de l'acquérir légalement, de maintenir sa crédibilité pour que le champ reste en la possession de l'acheteur. Soit le cas d'un homme qui vole un champ, puis après avoir volé, avoir été reconnu comme voleur de ce champ, revient et l'achète au propriétaire initial. Le volé prétend: j'étais contraint au moment où je lui ai vendu. Je l'ai vendu contre mon gré du fait que c'est un voleur dangereux par crainte de représailles. Dans ce cas, le voleur ne l'acquiert pas, bien qu'il ait des témoins attestant qu'il l'a acheté en leur présence. Le champ revient au propriétaire initial et la somme d'argent versée par le voleur lui est restituée. Dans quel cas dit-on que cette somme lui est rendue? Lorsque les témoins attestent qu'il a compté les pièces d'argent en leur présence. Mais s'ils témoignent que le propriétaire du champ l'a vendu au voleur ayant admis au voleur en leur présence que le voleur lui a donné telle somme d'argent, tandis que le volé prétend que le voleur ne lui a pas donné l'argent et explique avoir admis le paiement du voleur en présence des témoins par crainte de représailles de sa part. Le voleur n'a droit à rien. Plutôt, on lui retire le champ sans lui donner de l'argent, parce qu'on admet que le propriétaire n'a reconnu avoir le paiement que par crainte. Comme il l'affirmait, aucun crédit n'est accordé au propos du voleur dès lors qu'il a été reconnu comme voleur de son champ. Le propriétaire d'un champ agissant sous la contrainte n'a pas besoin de faire une déclaration informant que les témoins de la situation concernant cette vente pour annuler. En effet, étant donné que cet homme a été reconnu comme voleur de ce champ, la preuve qu'il produit n'est pas une preuve valide et il n'est pas nécessaire au propriétaire de faire une déclaration. La loi qui régit le voleur n'est pas la même que celle relative au malfrat, qui contraint autrui, le suspend ou lui cause d'autres souffrances jusqu'à ce qu'il lui vende un bien. En effet, celui qui contraint autrui à la vente ne désire pas voler le bien sans le payer et n'a encore rien volé. C'est pourquoi dans ce cas, si le vendeur contraint n'a pas fait de déclaration préalable informant les témoins de sa situation avant la vente est effective. Amen. Amen.